merci à tous. On va débuter la session qui est prévue donc de 11h30 à 12h45. Le thème de cette section, c'est l'évaluation des mineurs non accompagnés. Effectivement, l'évaluation, c'est quelque chose de l'ordre de la mesure. On va avoir comme intervenant Madame Demont qui va nous parler qui va nous parler de l'évaluation au cœur de l'aide sociale à l'enfance, et de Charlotte Gorgiard qui va nous parler aussi de la problématique de l'âge osseux, qui est une problématique qui prend beaucoup de place dans l'évaluation malgré tout. Donc je vais commencer par... Les deux intervenants vont avoir 25 minutes chacun, et on va faire en sorte peut-être que les questions soient différées à la fin des deux interventions, si vous voulez bien. Je vous demanderai de vous présenter pour que le débat puisse s'animer. Donc je vais passer la parole à Madame Demont, éducatrice spécialisée à l'aide sociale à l'enfance de Metz. Je crois que j'ai tout dit. Oui. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Donc moi je vais vous parler, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui de l'évaluation sociale. Pardon. L'évaluation sociale, ce n'est pas ma première mission à l'aide sociale à l'enfance de Moselle. Je travaille dans une équipe de 7 personnes. 5 éducateurs, 2 secrétaires et, j'ai oublié la responsable de bureau, donc 8 personnes. Ma mission est... Encore ? Merci. Donc ma mission première est l'accompagnement éducatif des MNA, c'est-à-dire une fois qu'ils ont été confiés au département de la Moselle, comme on a dit, et que le juge des enfants les a déclarés mineurs non accompagnés. Mais là, j'interviens aujourd'hui pour vous parler de l'évaluation, c'est-à-dire l'accueil qui se fait, l'évaluation qui se fait dans les 5 premiers jours de l'accueil des MNA au niveau du département. Cette évaluation est directement prévue par la circulaire Taubira du 31 mai 2013. Elle a été renforcée par la première loi les concernant du 14 mars 2016. Et c'est donc la première disposition prise les concernant. Avant, il n'y avait rien du tout au niveau juridique. Ils étaient accueillis ou pas, c'était au bon vouloir des politiques locales. Certains présidents de département les accueillaient, d'autres avaient refusé. À un moment donné, je pense à Claude Bartolone en 2011, qui avait dit « Moi, j'en ai beaucoup trop, je suis dans un des départements les plus pauvres de France, donc il va falloir faire jouer une solidarité nationale ». Et c'est pour ça que cette circulaire dite Taubira est importante, parce que c'est le premier dispositif national concernant tous ces jeunes enfants sur le territoire français, jeunes étrangers. Donc le dispositif national a pour but une mise à l'abri, on l'a dit ce matin. L'évaluation sociale, c'est peut-être pas un très joli mot comme on se disait tout à l'heure, mais c'est une réalité. Et après, faire jouer la solidarité sur les territoires, c'est-à-dire l'orientation. Un jeune arrivé dans un département n'est pas forcément un jeune qui restera dans ce département. Le but est de répondre au plus vite, on l'a vu aussi tout à l'heure, aux droits de l'enfant et à la protection. Alors en Moselle, on a de la chance, ils ne restent pas trop longtemps à la rue avant d'être accueillis. Les conditions d'accueil, c'est autre chose, mais il y a quand même un toit à un moment donné et un service éducatif. Éviter la disparité aussi de prise en charge d'un département à l'autre. Certains départements avaient choisi de les mettre à l'hôtel, c'est le cas de Paris. D'autres départements avaient prévu aussi l'hôtel, c'est-à-dire un accompagnement éducatif quasiment nul, et puis vraiment des prises en charge très au rabais, quoi. Donc l'évaluation et la circulaire Taubira prévoyaient une harmonisation des pratiques, une grille de répartition en fonction des jeunes de moins de 18 ans dans chaque département et dans chaque région française. Comme apport au niveau des droits concernant les mineurs non accompagnés, c'était le respect de leurs droits en tant qu'enfants. La loi du 14 mars 2016 le rappelle, ils sont enfants avant d'être étrangers. Harmonisation des pratiques, j'en ai parlé. L'évaluation qui ne cesse d'être revue au fur et à mesure du temps qui passe. La dernière révision est assez récente, elle date du 17 novembre 2017 par un arrêté, mais il y a un magistrat qui interviendra cet après-midi, il en parlera mieux que moi. Et l'évaluation aussi a posé avec la loi du 14 mars 2016 la nécessité d'une équipe pluridisciplinaire qualifiée.
concernant les évaluateurs. C'est comme ça que certaines associations qui faisaient des évaluations sur certains départements ont été mises de côté parce que les prestations n'étaient pas assez de qualité. Donc, nécessité de formation. Et cette formation, je viens vous parler de l'évaluation aujourd'hui parce que j'ai suivi cette formation avec France Terre d'Asile quand la circulaire Taubira est sortie en 2013. Alors, l'évaluation, ça je l'ai déjà dit, doit se faire dans les 5 premiers jours de l'accueil. On l'a dit aussi, certaines personnes l'ont dit, il y a un placement d'urgence de 5 jours. Après 5 jours, l'évaluation doit être faite. Ça, c'est une théorie parce que quand il y a affluence, c'est là que moi, je quitte mon poste de référente à l'ASE et que je vais faire du dépannage dans les évaluations, notamment l'été dernier. Il y avait une 60aine de dossiers en retard. Donc les dossiers en retard, c'est des gamins dans le vide juridique. Ça représente ça. On a parlé de la santé tout à l'heure. Et le vide juridique, ça veut dire pas de délégation d'autorité parentale pour les soins, par exemple, ou les démarches administratives ou le droit à la scolarité. Donc moins on a de retard, plus vite l'enfant est pris en charge et mieux il se porte. L'évaluation a pour but de déterminer l'isolement du mineur. Est-ce que vraiment il n'y a pas de représentant légal sur le territoire? Et la délicate question de minorité ou majorité. Le déroulement de l'évaluation. En Moselle, c'est 2 évaluateurs. Équipe pluridisciplinaire parce qu'il va y avoir un éducateur spécialisé, en règle générale un juriste, plus évidemment un interprète parce qu'il faut que l'enfant puisse être entendu dans sa langue maternelle. La trame de l'évaluation reprend exactement les items de la circulaire Taubira. Elle a pour but de déterminer si la personne rentre dans les conditions d'une prise en charge d'un MNA à l'ASE. Alors en préambule, il y a une information qui est faite aux mineurs quant à l'obligation de recueillir ces informations. Ce n'est pas non plus une demande d'asile, une évaluation. On ne va pas aller charcuter l'enfant, lui poser 1000 questions. Si on voit que ça bloque, on va laisser tomber le sujet. Et voilà. Alors en fait, la formation pour suivre une évaluation sociale nous avait amené à réfléchir sur comment se positionner. C'est quoi, par exemple, un ordinateur portable avec un écran ouvert entre le MNA et la personne qui va poser des questions? Comment rendre les choses, l'évaluation la moins pesante possible pour la personne? Donc, moi, je connais assez bien les collègues avec qui je suis amenée de temps en temps à faire des évaluations et on a alors j'allais dire un jeu de rôle, ce n'est pas un jeu de rôle, mais on est quand même très attentif à l'attitude du mineur qu'on a en face de nous, mineur ou pas mineur, et on n'est pas là pour les heurter, pour les charcuter, ce n'est pas l'inquisition, quoi. L'évaluation n'est pas l'inquisition. Donc les questions, il y a une trame, c'est présentation de la famille. Alors ça peut être évidemment très douloureux, Médecins du Monde en a parlé ce matin, quand la famille s'est fait massacrer et elle a été à l'origine de l'exil, on va rester comme ça. Si on a une réponse, on la note. Si on n'a pas de réponse, on ne la note pas. On ne va pas indisposer la personne qu'on a en face de nous. Mais bon, je vais vous donner les items en gros parce que c'est ce qu'on nous demande. Mais je vous répète, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Alors, donc après la présentation de la famille, il y a la langue, quelle langue il parlait dans son pays, est-ce qu'il avait une adresse, il ou elle, est-ce qu'il y avait des documents d'état civil ou des documents d'identité, présenter un peu la famille, le mode de vie dans le pays, les conditions de vie, est-ce qu'il allait à l'école, est-ce qu'il travaillait, est-ce qu'il faisait les deux. Présentation du parcours jusqu'à l'arrivée en France, les raisons du départ, le voyage, l'organisation, le coût. Alors, les questions, on les pose si on voit qu'on peut les poser. S'il y a, par exemple, un enfant bloque dès qu'on parle de la famille, dès qu'on dit voyage ou qu'on lui demande de raconter son parcours, ça bloque aussi, on laisse tomber. C'est des questions qu'on ne creuse pas. Et on mettra que les troubles et l'état de la personne à ce moment-là n'a pas permis d'aller plus loin dans la recherche d'informations. Il y a aussi la prise d'empreinte qui est assez importante parce que il y a les enfants, ça concerne les adultes et ça concerne les enfants, les fameux dublinés. Je ne sais pas comment
l'Union européenne va se positionner, mais le principe est assez simple, mais il est complètement dysfonctionnant. C'est-à-dire que le premier pays dans lequel on a donné ces empreintes, on doit y séjourner. Alors on sait très bien que des pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne sont les premiers pays traversés et ce n'est pas possible. Donc assez rapidement, il y a eu des accords. Nous, en préfecture de Metz, on arrivait, les enfants, enfants puisqu'ils avaient moins de 18 ans, quand on faisait une demande de carte de séjour ou une demande d'asile, il y a une prise d'empreinte à chaque fois en préfecture. C'est là qu'on apprenait que le mineur avait déjà donné ses empreintes et il était tenu normalement, selon la loi européenne, de retourner dans le premier pays de transit. Mais la loi existe toujours, mais elle est de moins en moins impliquée parce que c'est plus possible de fonctionner comme ça. Ensuite, il y a des questions comment l'enfant voit sa vie en France, qu'est-ce qu'il a envie d'y faire, et puis éventuellement, quelles sont ses craintes si des fois il n'y a pas d'autorisation de séjour en France quant à un éventuel retour dans son pays d'origine. Après, il y a une information quant à la législation en France, qui sera expliquée au fur et à mesure des premiers mois du placement, histoire de lui expliquer comment fonctionne la France et quels sont ses droits et quels sont ses devoirs. Il a informé aussi de la transmission de l'évaluation au parquet, d'un recours possible en cas de rejet de prise en charge à l'aide sociale à l'enfance et de la possibilité d'une orientation dans un autre département. Là, par exemple, le dernier qu'on a envoyé en fin de semaine dernière, c'était pour la Corse. Donc, la personne qui est chargée des réorientations au niveau du service où je travaille a un peu un travail d'agence de voyage, quoi, parce qu'il faut qu'elle trouve des billets de train ou des billets d'avion, puis voilà, il y a des accompagnateurs. Donc, toujours par rapport à l'évaluation, il est question de l'estimation de l'isolement. Parce que la définition d'un mineur non accompagné, ou avant mineur isolé étranger, c'est un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses parents, de sa famille. Au niveau du droit français, est représentant légal le père ou la mère. Ça peut être éventuellement une tierce personne, mais uniquement s'il y a une délégation d'autorité parentale. Un frère aîné, un oncle, une tante ne peut pas être représentant légal de l'enfant. En Moselle, on accueille beaucoup de jeunes qui viennent d'Albanie. Depuis de nombreuses années. Ça a été pendant assez longtemps plus de la moitié de nos effectifs. Là, c'est un petit peu en baisse actuellement. Il y a le maire de Metz et Gérard Collomb qui ont fait un voyage avant Noël à Tirana, et puis on n'a pas eu d'accueil d'Albanais pendant 1 mois, aucun. Ce n'était pas arrivé depuis 10 ans, plus de 10 ans. Donc je ne sais pas. C'est la magie de Noël ou je ne sais pas. C'était la veille. Voilà, donc évidemment, ces jeunes qui arrivent ont vu leur grand frère arriver 10 ans avant, tonton et tata sont installés, et c'est des gamins qui peuvent nous dire, dans les foyers aux éducateurs d'internat, quand un éducateur lui dit « mais il est 22h, tu ne peux pas sortir, si tu pars à cette heure-ci, tu vas être déclaré en fugue », le jeune peut dire « ben non, je ne suis pas en fugue, je vais voir ma mère, elle est en visite chez ma tante, tu ne vas pas me déclarer en fugue puisque je vais voir ma mère ». Donc la notion d'isolement, c'est délicat. On voit qu'il y a beaucoup d'homonymes, mais ce n'est pas en une évaluation d'une heure et demie qu'on va faire des enquêtes là-dessus, sur la famille en France. Mais c'est tout au long du placement qu'on s'aperçoit que ces jeunes qui ne sont pas isolés pour le coup, parce qu'il y a quand même des attaches affectives, prennent les travailleurs sociaux de moins en moins pour des références en France, quoi. Et ils ont du mal à s'attacher à nous, à nos pratiques, et puis bon, ils sont venus pour autre chose. En règle générale, arrivés à 15 ans, 3 ans de prise en charge donnent droit à une nationalité française à 18 ans. Donc des fois, c'est la simple mission qu'ils ont, quoi. Donc en parlant des missions, justement, ça, tous les jeunes les professionnels qui s'occupent de MNA arrivent à parler assez facilement de ça. Il y a plusieurs profils de MNA. Il y a les jeunes exilés, la Libye, tout ça, oui, ils arrivent en France, mais ils arrivent en France après l'Allemagne. Donc, ils sont quand même. On a récupéré pas mal de jeunes que les autorités allemandes n'avaient pas voulu. Ou les jeunes pour qui étaient plutôt francophones et qui préféraient partir d'Allemagne pour arriver en France. On a les jeunes mandatés, on en a parlé aussi tout à l'heure. Pour eux, c'est aussi difficile parce que quand ils souffrent trop des
de l'exil et qu'ils le supportent mal, c'est très difficile pour eux de répondre à la commande de leur famille ou des fois du village qui s'est endetté pour l'envoyer, réussir sa vie et faire de l'argent. Les jeunes exploités, on en a parlé aussi, les filles qui restent peu dans les lieux de placement, elles ont tendance à refuguer, à retourner dans les réseaux. Mais en fait, je pense que, enfin, nous pensons que c'est plutôt les réseaux qui leur remettent la main dessus. On n'est pas des milieux fermés, donc ils arrivent à les récupérer. Les fugueurs, alors ouais, on a parlé des Marocains de Paris. Moi, je dirais les Maghrébins, les jeunes errants depuis longtemps, qui sont mineurs ou pas forcément mineurs, mais qui sont dans l'Union européenne depuis assez longtemps, qui n'ont pas trouvé de place, qui ne savaient pas lire ni écrire. Beaucoup de travailleurs sociaux européens ont dit à la fin des synthèses « Ah ben, on n'a rien à proposer parce qu'il a déjà plus de 16 ans, il n'y a plus d'obligations scolaires. Et puis, de toute façon, ouais, il sniffe un petit peu trop. Et puis, de toute façon, ouais, il picole un peu trop. Donc, voilà, les travailleurs sociaux ne savent pas quoi en faire. Et en règle générale, les réseaux savent quoi en faire. Ou même, bon, tous ceux qui peuvent aller à l'autre bout de la terre, essayer de se trouver un sens à leur vie. Donc, voilà, c'est un mélange de tous ces jeunes qu'on accueille. Donc les traumas sont multiples, d'où l'importance aussi de travailler en équipe pluridisciplinaire sur les placements. En fonction de cette évaluation va aussi nous permettre de voir très brièvement, c'est vraiment sur un petit soupçon, si nous, travailleurs sociaux, par la suite, on se dirigera plutôt vers une demande d'asile ou vers une demande de carte de séjour concernant la régularisation des gamins à 18 ans, parce qu'ils sont protégés par le juge des enfants jusqu'à 18 ans, mais après, c'est le préfet qu'il faut aller voir. Sauf s'ils ont eu l'asile durant leur minorité. Alors, délicate question, mineur ou majeur. Donc, cette question est posée à la fin de l'évaluation. C'est lors de l'évaluation globale. C'est vrai que c'est un sujet très subjectif, parce qu'il est fait par des êtres humains, et ce n'est pas facile de... D'abord, c'est un délit de juger au faciès, mais il y a quand même quelques faisceaux d'indices qu'on a appelés, je suis allée voir mes collègues pour savoir comment vous parler au mieux de tout ça, la présentation générale de la personne. Son apparence, sa posture. On a des jeunes qui se teignent les cheveux ou qui se rasent les cheveux pour pas qu'on voit les cheveux blancs. On a des personnes avec des calvities quand même, certaines fois, c'est arrivé. Et c'est vrai qu'avant la circulaire Taubira, on a eu en charge des hommes. La prise d'empreinte peut se faire qu'après un délit commis, et on a appris que certaines fois, il y avait un écart d'âge de 2 décennies. Donc c'est quand même beaucoup d'accueillir en foyer éducatif pour mineurs des hommes largement majeurs, quoi, avec certains troubles du comportement assez inquiétants qui mettaient en difficulté et les gamins et les professionnels. Donc évidemment, c'est des cas isolés, mais ça existe aussi. Et avant la circulaire Taubira, on avait des personnes comme ça à prendre en charge et ça a été très compliqué. Donc il y a aussi la posture vis-à-vis de l'évaluateur, hein, une personne qui va chercher à avoir le dernier mot sans arrêt, voilà, ou alors enfin bon, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu ce que je vous dis là, si c'est suffisant, mais voilà. Voilà, alors quel âge déclaré? C'est vrai que moi, un jeune asiatique, où on n'en a pas plus beaucoup, mais on en a eu à un moment donné, ou africain, entre 17 et 23 ans, je ne saurais pas dire. Hein. Donc, quand on ne sait pas dire, on ne dit pas. Et après, s'il y a un doute quant aux documents d'identité, alors en règle générale, tout ce qui est documents d'état civil, avec photo, passeport, carte d'identité, on ne remet pas en doute. En règle générale, les passeports, on ne remet pas en doute. Par contre, tout ce qui est document d'état civil, donc sans photo, qui peut appartenir à un cousin, à n'importe qui est des fois un simple scan, ça, il y a le référent fraude. Alors, le référent fraude, c'est tout nouveau, ça date de 2016. Il est à la préfecture. Le président du conseil départemental, c'est-à-dire nous, pendant l'évaluation, on peut faire appel au référent fraude qui fait en règle générale vite, assez rapidement les contrôles. On a assez rapidement une réponse. Il travaille avec les ambassades françaises dans les pays d'origine. Alors c'est vrai que tout à l'heure on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de liens. On parlait du Mali, mais ça commence à s'installer sérieusement. Il y a quand même des accords qui sont passés là. Alors si la minorité est confirmée, tout va bien. On lance les opérations. Le parquet est informé, le juge pour enfants fait une première OPP, ordonnance provisoire de placement.
Ensuite, l'enfant est reçu par le juge, et puis assistance éducative, et après tutelle. Donc là, tout va bien. Si la minorité est contestée, en Moselle, je ne sais pas si ça se passe dans tous les départements, c'est remis en cause fortement par le défenseur des droits et par plein d'associations. Si la minorité est contestée, le jeune est reçu par 2 cadres du département. Nous, les éducateurs, on a refusé de faire ça. Donc, c'est là que la personne est informée des conclusions de l'évaluation, des conclusions de l'expertise documentaire faite par le référent fraude, de la réquisition des documents d'identité, parce que s'ils sont déclarés faux, ils ne sont pas rendus. Une information quant au droit de recours, adresse des avocats. On a des avocats spécialisés à Metz, parce qu'on accueille quand même beaucoup de jeunes MNA. Et les adresses des foyers d'hébergement et des services de restauration. Voilà, je crois que je suis dans les temps. C'est parfait. Voilà. Allez, vous voulez conclure? Juste la conclusion. Donc, la circulaire est interrogée. Il y a aussi un décret c'est un décret sur les modalités d'évaluation, parce qu'il y avait trop de départements qui faisaient des évaluations un peu à la sauvette, qui se donnaient pas bien les moyens de faire un travail de qualité. Et c'est vrai que c'est la première rencontre entre le jeune étranger et l'État français, finalement, cette évaluation. Et en tant que pays, normalement, des droits de l'homme, ou de la Déclaration des droits de l'homme, c'est à choisir, on se doit quand même d'une certaine qualité dans les prestations. Voilà. Merci beaucoup de ce tour d'horizon. Vraiment, de rien. Vraiment très complet, et qui fait aussi que le docteur que je suis se sent moins seul. Moi aussi. C'est un petit peu ce qu'on se disait en préparant cette table ronde. En tous les cas, il y a un point que je trouve très intéressant, mais on en reparlera, je pense, lors du débat. C'est aussi, on est à peu près tous rassurés de se dire que finalement, les mineurs qui sont déclarés mineurs sont effectivement, quand ils sont sur le sol français, pris en charge par les services de protection de l'enfance. Et je pense que finalement, indépendamment de leur origine géographique. C'est la loi, et c'est la loi, mais non, mais je veux dire, c'est plutôt rassurant dans le pays des droits de l'homme. Qui sont Oui, mais le point était de dire que dans un premier temps, les personnes reconnues mineures, effectivement, n'avaient pas un droit spécial, mais bien été soumis aux droits des mineurs. Là, je n'ai pas compris ce qu'elle a dit, Adam. On verra après. On en discutera tout à l'heure. Je vais passer la parole, c'était pour faire une transition, mais visiblement, elle était un peu hasardeuse. Charlotte Gorgia, qui va nous parler de l'estimation de l'âge. Où en est-on en 2018 ? Charlotte Gorgia est praticien hospitalier dans le service du docteur Ray Salmon, aux UMJ de l'Hôtel-Dieu à la PHP. Bonjour, merci à tous. J'ai la difficile tâche de vous parler aujourd'hui des estimations d'âge. J'espère que ça va susciter beaucoup de questions. Le diaporama est là pour que vous ayez un support. Je ne pourrai pas le fournir à la fin de l'intervention, mais en revanche, je donnerai, pour que ce soit mis sur le site du CVM, toutes les références de tous les articles scientifiques dont je parle et de tous les textes légaux que j'utiliserai à la fin de mon intervention. Donc, je vais suivre le plan suivant. Je vais vous faire un petit rappel historique sur les estimations d'âge, depuis quand on les utilise. Quelques rappels juridiques pour vous parler à l'heure actuelle dans quelle situation les estimations d'âge sont réalisées. Je vous présenterai les principales méthodes. Je pense que c'est peut-être sur ces propos-là que vous aurez principalement des questions. Les problématiques éthiques soulevées par ces méthodes. Et enfin, je vous ferai une petite synthèse des recommandations à la matière à l'heure actuelle en Europe et en France. Donc, petit rappel historique, les âges osseux, ce n'est pas nouveau. En fait, initialement, on a essayé d'estimer l'âge principalement pour des raisons médicales, pour suivre des enfants qui avaient des pathologies de la croissance ou des pathologies pubertaires. Les médecins pédiatres en particulier, les médecins endocrinologues, avaient besoin d'estimer l'âge de ces enfants pour voir s'il y avait des retards pubertaires ou au contraire des pubertés précoces et voir s'il y avait des maturations osseuses
précoce ou retardée. Donc depuis le XXe siècle, on utilise ces estimations d'âge. En pratique médico-légale, c'est un petit peu plus récent. On a commencé initialement à utiliser les estimations d'âge pour les personnes décédées. Quand on retrouvait des cadavres, des squelettes qui n'étaient pas identifiés, pour que les autorités judiciaires puissent mener leur enquête et savoir dans quelle région ils devaient, à peu près quel âge devait avoir le défunt, on a estimé les âges sur des personnes décédées. En contexte actuel, on l'a rappelé ce matin, avec l'augmentation des flux migratoires, on a donc dérivé ces méthodes qui étaient initialement des méthodes médicales pour un contexte qui est contexte médico-légal. Donc initialement, à la fois pour des estimations dans le cadre de l'immigration, mais également dans le cadre des contextes des délits. Donc on se retrouve bien dans deux situations. La situation des migrants présumés mineurs qui va principalement nous intéresser aujourd'hui et la situation des délinquants présumés mineurs. Je ne vais pas avoir le temps d'aborder spécifiquement cette question-là, donc on va principalement parler des migrants présumés mineurs. On le sait quand l'estimation d'âge a révélé qu'ils avaient moins de 18 ans, il y a une prise en charge spécifique par l'aide sociale à l'enfance avec l'éducation, l'accès à la santé et l'accès à l'hébergement. Dans le cas contraire, si la personne est déclarée majeure, on sait qu'à terme, elle peut avoir un risque d'expulsion avec parfois des situations dramatiques, des retours dans des pays où ils ont été persécutés, entre autres. Pour les délinquants présumés mineurs, je ne m'attarderai pas. Il y a une justice spécifique pour les mineurs depuis l'ordonnance de 1945, avec des âges charnières. Moins de 10 ans, on ne peut pas être en retenue judiciaire. Entre 10 et 13 ans, on peut être en retenue judiciaire, on ne peut pas être en garde à vue. Après 13 ans, on peut être placé en garde à vue. Moins de 16 ans, l'examen médical est en particulier obligatoire dans le contexte de la garde à vue. Et entre 16 et 18 ans, il y a une responsabilité pénale qui est variable selon les pays. Pour ce qui est des migrants présumés mineurs, la réalisation des estimations d'âge, elle est encadrée par les directives européennes. Et nous le verrons, elle doit suivre des recommandations, on le verra à la fin de l'intervention. La réalisation d'âge doit privilégier l'intérêt du mineur, c'est ce qui est dit dans les textes, doit donner l'âge le plus fiable possible avec le moins d'imprécision possible. On verra que ce n'est pas toujours facile. L'estimation d'âge doit résulter d'une combinaison d'examens. Donc il est hors de question d'estimer l'âge sur un seul examen et encore moins sur l'évaluation physique d'une personne. Les résultats doivent être présentés sous forme d'une fourchette d'estimation. Nous le verrons dans la présentation, aucun examen à l'heure actuelle ne permet de donner un âge précis. Donc si des documents médicaux vous sont rendus avec un âge précis, ce sont des documents auxquels il ne faut pas apporter de valeur. Et en Europe, seulement 5 pays refusent cette procédure. Donc ça veut dire que la majorité des pays européens, à l'heure actuelle, continuent de réaliser ces estimations d'âge. Donc la principale problématique est la suivante. On utilise un test médical qui a à l'origine été créé dans un but médical, voire thérapeutique pour les enfants, comme équivalent d'un âge civil dans un but médico-légal, j'irai peut-être plus loin, même dans un but politique. C'est-à-dire que les choix sont faits de prendre en charge les personnes qui ont moins de 18 ans et de ne pas prendre en charge les personnes qui ont plus de 18 ans. Donc là-dessus, les opinions divergent. Certaines personnes considèrent que l'âge osseux, dans ce contexte-là, ne doit pas être utilisé. Et d'autres personnes considèrent que, malgré tout, l'âge osseux est la méthode qui donne l'information la plus fiable en l'absence de certificat de naissance et en l'absence d'autres documents administratifs fiables. Je vais probablement vous décevoir, c'est que je ne vais répondre à aucune de ces deux questions pendant mon intervention. Donc les principales méthodes, elles sont multiples. Les médecins ont commencé par essayer d'estimer l'âge sur la clinique, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, en regardant la morphologie d'une personne. On sait que ça ne marche pas. Ensuite, on a essayé d'estimer l'âge en faisant des radiographies. Donc, la plus connue, c'est la radiographie du poignet, mais il y a d'autres scientifiques qui se sont intéressés à la radiographie du coude. Il y a le genou, il y a la clavicule, il y a les pieds. En gros, vous pouvez trouver au moins une publication scientifique sur un os pour essayer d'estimer l'âge. Voilà, plein de publications là-dessus. On a essayé également l'échographie, on a essayé les marqueurs biologiques. Je vais vous présenter celles qui sont les plus utilisées actuellement. Donc l'évaluation clinique, elle commençait parfois par l'évaluation de ce qu'on appelle les caractères sexuels
secondaire par la méthode de Tanner. Donc on regardait les organes génitaux des jeunes hommes et des jeunes femmes, on évaluait la grosseur des seins, on évaluait la pilosité pubienne et axillaire, et en fonction de ça, on essayait d'estimer l'âge d'une personne. Bon, ça, on sait que ça ne marche pas. Donc, je vous présente la photo de classe 4e B du collège Saint-Joseph. Donc, vous voyez le jeune homme en haut à droite de l'écran qui a un début d'acné. On ne voit pas bien sur la photo, mais il a un début d'acné, une petite barbe débutante. Ben, c'est sûr que lui, il ne va pas avoir la même évaluation pubertaire que le jeune homme qui est en basket rouge, premier rang à gauche. Pourtant, ils sont dans la même classe, donc a priori, ils ont peut-être, si l'un a redoublé, un an d'écart, mais c'est sûr qu'il y a de telles disparités en termes de puberté autour de l'adolescence que l'évaluation pubertaire, l'évaluation des caractères sexuels est un très mauvais examen pour estimer l'âge. Autre examen actuellement très utilisé, c'est ce qu'on appelle l'examen par l'atlas de Grolli-Sheppel. J'essaierai à la fin d'avoir, probablement vous aurez beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc comment a été créé cet atlas ? Cet atlas, il a été créé dans les années 30 sur une cohorte d'enfants, donc sur une population d'enfants nord-américaine, d'enfants blancs, qui étaient plutôt d'un niveau socio-économique élevé. Et à tous ces enfants, donc c'était vraiment une grosse population d'enfants, ils ont fait des radios tous les 6 mois et ils ont fait un atlas qui était le plus représentatif de la radio à tel âge. Donc ça veut dire qu'on a un atlas qui part du nouveau-né jusqu'à 19 ans et tous les 6 mois, on a une radio du poignet et on regarde un petit peu l'ossification de comment se fait la maturation osseuse en fonction des âges. Et ce qui va nous intéresser, c'est principalement l'ossification au niveau des os du carpe et donc du poignet, c'est-à-dire du poignet. L'os qui se fusionne en dernier, c'est le radius. Le radius, c'est l'os qui est là. Je n'ai pas la photo, j'ai la flèche. Vous voyez en bas, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc l'os qui va se fusionner en dernier, c'est celui-ci. Et autour, on sait qu'il se fusionne autour de l'âge de 18 ans. C'est-à-dire qu'après 18 ans, normalement, on a un poignet qui est fusionné. Avant 18 ans, on a un poignet dans lequel il persiste un petit liseré d'ossification. Autant vous dire que cette étude-là serait, à l'heure actuelle, impossible à réaliser. C'est-à-dire que, éthiquement, on ne pourrait plus prendre 20 000 enfants et leur faire des radiographies de poignet pour les 6 mois sans indication thérapeutique. Donc c'est le seul outil, même s'il est ancien, c'est le seul outil qui, à l'heure actuelle, nous permet, en tout cas pour le poignet, d'avoir une estimation de l'âge. Donc est-ce qu'il est fiable, cet outil ? Il y a plein d'études. Je vous ai sorti une étude assez intéressante parce que, récente, elle date de 2017, et 2 françaises, donc c'est plutôt pas mal. Une étude marseillaise qui a qui a fait les estimations d'âge sur une population de 2600 et quelques individus multiethniques qui avaient réalisé une radiographie hors contexte d'estimation d'âge. Donc c'était des jeunes, en gros, qui avaient eu un traumatisme du bras, qui se présentaient aux urgences pour une douleur, qui avaient une radio et dont on connaissait du coup a posteriori l'âge, puisque ces jeunes n'étaient pas des personnes ni migrants, ni sans documents administratifs. Donc cette étude, elle montre que oui, il y a une très bonne corrélation entre l'âge civil et l'âge osseux. C'est-à-dire que le test de Grolli-Sheppel est plutôt assez bon, avec des écarts types d'environ un écart type à 95% à plus ou moins 2 ans. Donc globalement, ça veut dire que plus on est vieux, au sens civil, plus l'âge osseux qu'on aura du poignet au niveau analysé par l'atlas de Grolli-Sheppel sera élevé. Ce schéma-là, il est intéressant parce que sur le plan statistique, en fait, plus on s'éloigne du schéma, si vous vous mettez à 100 mètres derrière la salle et que vous regardez le même schéma, plus la densité des points sera rapprochée de la ligne. Donc vous avez l'impression, vous vous dites, bah oui, effectivement, plus l'âge civique, plus l'âge osseux est important, plus j'ai de chances d'avoir un âge civil important. Sauf que quand vous vous rapprochez de l'écran, en fait, vous vous rendez compte que c'est des points. Et des points, c'est des gens, en fait. Et les personnes, mais parfois, elles peuvent avoir, si je prends le cas de cette personne-là, par exemple,
elle est un petit peu en dehors de la norme, c'est-à-dire qu'elle a un âge civil de 17 ans, mais par contre, elle a un âge osseux de 19 ans. Autre façon de présenter les résultats, je suis désolée, on ne voit rien du tout. Donc je passe très rapidement sur les méthodes statistiques parce que ce n'est pas très intéressant, mais plus vous vous éloignez de cette ligne-là, plus vous vous éloignez de la moyenne. Donc en gros, la personne qui est là, en fait, elle a une différence de 2 écarts-types par rapport à la moyenne. Ça veut dire, en gros, que quand on est autour de 18 ans, on peut avoir des écarts-types qui sont assez importants. Donc une personne pour qui le Greulich-Schepal dit 18 ans, en fait, d'après cette étude, peut avoir entre 15,6 ans et 19,9 ans. Ce qui va un peu changer du tout au tout, évidemment, pour ce qui vous intéresse en particulier, de la prise en charge de ces mineurs. Donc, l'atlas de Greulich-Schepal, oui, c'est un bon outil, parce qu'il y a une très forte corrélation entre l'âge osseux et l'âge civil. Il y a une faible différence âge osseux, âge civil, mais il y a une variabilité individuelle importante, même chez les individus à croissance normale. Là, la population dans laquelle on était de l'étude marseillaise, c'est des jeunes qui n'ont pas de soucis de santé. Donc, c'est un bon outil de façon globale. En termes de santé publique, c'est un bon outil. Autre étude, une étude espagnole assez intéressante, malheureusement sur un petit nombre, donc 140 garçons qui étaient migrants marocains qui se sont présentés en Espagne, pour lesquels les autorités espagnoles ont pu récupérer a posteriori l'âge réel de ces jeunes. Dans cette étude, donc 55% des majeurs ont été classés mineurs. Donc là, on a envie de dire, tant mieux pour eux, c'est une erreur éthiquement acceptable. En revanche, quand on regarde, 14% des mineurs ont été classés parmi les majeurs. Là, c'est une situation beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, c'est une erreur qu'on peut classer comme éthiquement inacceptable. Donc, l'âge osseux par l'estimation de l'âge par la méthode de Greulich-Schepal, oui, ça marche, mais ça a beaucoup de limites. On y reviendra plus tard. Donc, d'autres études ont essayé de développer d'autres méthodes. La méthode de l'estimation de la clavicule en particulier. Donc, la clavicule, c'est l'os qui est là. Que se cassent les rugbymen quand ils se prennent des coups, c'est l'os qui termine sa maturation en dernier. Cette clavicule, on peut l'analyser de plusieurs manières, par radiographie 5, mais maintenant, ce qui est le plus préconisé, c'est le scanner, et on sait qu'au niveau de cette clavicule, son noyau d'ossification interne se fusionne en plusieurs stades entre 16 et 26 ans. Et parmi ces stades-là, donc je vous ai détaillé les stades là, 1, 2, 3, 4. Donc en gros, ça se fusionne progressivement à cet endroit-là. Vous voyez, ça apparaît, puis ça continue, et puis ça se fusionne. 95% des personnes qui ont un stade 4 ont plus de 21 ans, et 75% des individus qui ont un stade 3 ont moins de 21 ans. Donc on se dit, finalement, est-ce que cette méthode d'analyse du noyau interne de la clavicule serait peut-être une solution autour de 18 ans, puisqu'on a dit que le Greulich-Schepal, c'était pas l'examen idéal autour de 18 ans parce qu'il y avait des écarts types importants. Est-ce que ce test par l'examen de la clavicule était une bonne méthode? Donc il y a eu plein d'études là encore avec des stades d'ossification qui ont été décrits. La principale par Schlemming sur 185 patients entre 13 et 26 ans. Et d'après leur étude, les personnes qui ont un stade 3C, donc après, non seulement ils ont fait 1, 2, 3, 4, mais ils ont fait en plus des sous-classes ABC, les personnes qui ont un stade 3C ont plus de 18 ans. Donc on se dit, là on tient peut-être un examen plus fiable. Le problème de cet examen-là, c'est que ce n'est pas tout le temps disponible dans les centres hospitaliers. Ça a un coût qui est plus important, évidemment, qu'une radiographie 5. Et ça a une irradiation qui est un petit peu plus importante là aussi que la simple radiographie de poignet. Donc ce n'est pas utilisé dans tous les centres. Une autre façon d'estimer l'âge, c'est la méthode par l'âge dentaire. Je ne vais pas m'éterniser parce qu'on va passer après aux problématiques éthiques soulevées par ces méthodes. La méthode de Demirjian en particulier permet d'estimer l'âge d'un jeune sur la maturation de ses troisièmes molaires, en particulier les troisièmes molaires du bas, les dents 38 et 48. On regarde la façon dont la racine
est fermée et en fonction du stade A, B, C, D, E, F, G, H de cette racine, on arrive avec des tableaux, en fait, des abacs, à essayer d'estimer l'âge. Donc plusieurs méthodes, toutes avec des limites, toutes avec beaucoup de publications dessus et des publications qui sont de plus ou moins bonne qualité, mais toujours avec une même problématique, la problématique que l'âge osseux est différent de l'âge chronologique. C'est-à-dire que l'âge osseux ne reflète pas forcément l'âge chronologique, parce que dans toutes ces méthodes, il n'y a pas de prise en compte de la variabilité individuelle. Et l'âge osseux basé sur la maturation osseuse, ce n'est pas une mesure quantitative comme peut l'être la taille et le poids. On a vu que tout à l'heure, c'était quand même soumis à la subjectivité des personnes qui lisaient les examens, et ce n'est pas une mesure quantifiable aussi facilement qu'une autre. Donc, est-ce que l'atlas de Grolli-Schepel est encore un bon outil à l'heure actuelle? Je vous rappelle qu'il a été basé sur un échantillon d'enfants américains dans les années 50 à haut niveau socio-économique. Donc c'était plutôt des blancs dans les années 50. Est-ce que cet atlas-là, il est encore superposable et en tout cas adaptable à une population qui n'est pas une population blanche pour la plupart du temps? On a quelques caucasiens pour qui on fait des estimations d'âge, mais la plupart, ce ne sont pas des caucasiens. Et est-ce qu'il est encore intéressant de l'utiliser dans les années 2000 parce que effectivement le régime alimentaire a changé, les conditions de vie ont changé, etc. Donc, l'âge osseux et l'ethnie, beaucoup de scientifiques s'y sont intéressés. Il y a encore des publications où ils utilisent le terme de race dans les études scientifiques, donc c'est assez impressionnant. Évidemment, on sait que la notion de race a été réfutée par les analyses génétiques. On fait tous partie de la seule race humaine. Et ce qui ressort des études les plus sérieuses, donc c'est-à-dire pas celles qui utilisent la notion de race, ce qui sort des études les plus sérieuses, c'est que ce n'est pas ni la race, entre guillemets, ni la couleur de peau, ni l'origine ethnique qui joue sur l'ossification, mais plutôt le niveau socio-économique. Et que le niveau socio-économique, un niveau socio-économique élevé, a plutôt tendance à accélérer la maturation. Donc si on se dit que les populations chez qui on fait des estimations d'âge ont plutôt un niveau socio-économique moindre par rapport à nous, ça aura plutôt tendance à minimiser leur maturation osseuse. Deuxième argument qui est souvent avancé pour essayer de ne plus faire les estimations d'âge, c'est le risque de radiation ionisante. Normalement, on doit faire des radios uniquement si ça a un but de prévention, de diagnostic ou de traitement. Dans le cadre des estimations d'âge, on n'est pas dans ce cadre-là, c'est ni préventif, ni diagnostique, ni thérapeutique. Donc le Collège royal des radiologues à Londres en particulier a considéré comme injustifié le fait de faire des radiographies d'estimation d'âge. Il faut nuancer ces arguments-là, parce qu'en fait, avec les radiographies qu'on réalise actuellement, de plus en plus, les radiologues baissent les doses d'irradiation et arrivent quand même à avoir des radiographies de qualité. Les doses de radiation de la main et du poignet sont très faibles, ce qui correspondrait à peu près à environ 1 semaine de radiation naturelle. Vous savez qu'on est dans un environnement irradiant de façon naturelle. Enfin, il est impératif de rappeler la valeur ajoutée de l'expert en matière d'estimation d'âge. Une étude française sur 500 dossiers pour lequel ils ont demandé dans un premier temps à des médecins non experts d'évaluer l'âge et après ils ont fait relire ces dossiers par des médecins experts qui étaient spécifiquement formés à l'estimation d'âge. L'estimation d'âge était reconnue initialement incompatible avec l'âge allégué dans 71% des dossiers quand c'était des médecins non experts, alors que quand il s'agit de médecins experts, seulement 3% des dossiers étaient retenus comme âge incompatible. Tout ça pour vous dire que faire des estimations d'âge, ça ne s'improvise pas. Il faut forcément que ce soit des médecins qui soient spécifiquement formés à ces examens. Sauf que, normalement, tout médecin a le droit d'estimer l'âge, mais les médecins, on vient de le voir, les moins formés sont moins expérimentés et sont donc moins performants. Les auteurs proposent donc une réponse de type l'âge allégué est compatible ou pas. Il ne s'agit pas de donner un âge précis, mais de dire si c'est compatible avec l'âge allégué, sachant que toute marge d'erreur profite aux mineurs, à la personne se disant mineure.
Dernier questionnement qui est parfois posé, c'est le souci des problèmes de santé. Est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent accélérer la croissance ? Il y a de multiples pathologies qui peuvent influencer la croissance, mais les pathologies qui accélèrent la croissance sont extrêmement rares. La plupart des pathologies ont plutôt tendance à ralentir la croissance. Donc en fait, le risque en général, c'est des morphotypes qui se reconnaissent. Ça veut dire qu'on voit que la personne a un problème de croissance. Donc les problèmes de santé, en dehors des pathologies endocriniennes, n'influencent pas la fusion des os. Je vais passer rapidement parce que je pense qu'il ne me reste pas beaucoup. Ça va ? Sur les recommandations à l'heure actuelle en matière d'estimation d'âge. Alors en Europe, les recommandations du consensus de médecine légale disent qu'il faut un médecin légiste qui évalue le poids à la taille, qui évalue les signes de maturation sexuelle. Donc ça, c'est le consensus de forensique, c'est-à-dire de médecine légale européen, alors que je vous rappelle que l'évaluation des caractères sexuels est interdite en France, qui recherche les pathologies qui peuvent impacter sur la maturation. 2 examens, l'examen odontologique et l'examen radiologique. Et le consensus dit qu'il faut faire le scanner de la clavicule si le développement osseux de la main est achevé. Et enfin, la synthèse doit être effectuée par le médecin légiste. Autre recommandation européenne, les recommandations européennes éthiques pour les estimations d'âge. Les estimations d'âge doivent être indiquées dans l'intérêt de l'enfant. Dans le cas des mineurs non accompagnés, on ne voit pas bien en quoi c'est dans l'intérêt de ces personnes-là. Les estimations d'âge doivent être utilisées en dernier ressort, c'est-à-dire une fois que toute l'analyse des documents administratifs a été réalisée. Elles doivent être faites sans aucune discrimination. Elles doivent utiliser la méthode la moins intrusive possible. Donc là, ils reviennent sur effectivement le fait de protéger la dignité et l'intégrité de la personne et de ne pas évaluer les caractères sexuels. La marge d'erreur bénéficie toujours en faveur du mineur et les professionnels doivent être indépendants et compétents. L'Académie européenne de pédiatrie, quant à elle, s'est prononcée contre la participation à ces procédures d'estimation d'âge. Si on fait un petit focus sur les pratiques actuelles en Europe, 23 pays ont recours à la radiographie du poignet, 12 pays font encore des estimations d'âge sur l'apparence physique, 8 pays font encore des estimations d'âge sur la maturité sexuelle, 7 pays seulement tiennent compte d'une évaluation du développement faite par un pédiatre, et enfin seulement, et je pense que c'est là le drame, c'est que seulement 5 pays procèdent à des tests psychologiques pour voir un petit peu le degré de maturité et de vulnérabilité de la personne. Qu'en est-il en France ? Donc les estimations d'âge sont encadrées par plusieurs circulaires. La circulaire de mai 2013 qui dit que l'estimation d'âge, dans le cadre de l'estimation d'âge, le doute profite aux mineurs, que l'examen doit être réalisé uniquement avec le consentement de la personne, qu'elle doit être réalisée sur réquisition du parquet au sein d'une unité médico-judiciaire. Ça veut dire que ce n'est pas le radiologue dans son cabinet de ville qui peut réaliser des estimations d'âge, qu'elle doit appliquer un protocole unique et opposable avec une double lecture, donc 2 médecins radiologues ou légistes qui regardent les radiographies, et que l'examen médical n'est qu'un seul élément parmi l'ensemble du dossier du jeune qui tient compte de l'évaluation pluridisciplinaire, comme on vient d'en parler, de l'authenticité des documents, etc. Le Code civil précise que le doute doit profiter à l'intéressé et qu'il ne peut être évalué l'âge à partir de l'examen du développement pubertaire des caractères sexuels. Le Haut Conseil de santé publique précise que l'examen médical doit intervenir en dernier ressort. Ça, c'était déjà précisé dans les textes précédents. L'évaluation de l'âge pubertaire n'est pas indispensable. Que la détermination d'un âge osseux, c'est ça le plus important, ne permet pas de déterminer l'âge exact du jeune lorsqu'il est proche de la majorité légale. Et que la détermination d'un âge physiologique sur le seul cliché radiographique est à proscrire, c'est-à-dire qu'il faut réaliser 2 examens. Et le médecin doit se prononcer sur la compatibilité entre l'âge allégué et l'âge estimé et que le doute bénéficie toujours aux mineurs.
Le Comité consultatif national d'éthique revient sur ces mêmes données en intégrant l'importance de l'interprète pour que le jeune comprenne l'examen qu'on va lui réaliser et comprenne les tenants et les aboutissants d'éventuels résultats qui pourront ne pas être en sa faveur. Donc en conclusion, si on fait une synthèse des recommandations, les estimations d'âge doivent être réalisées dans une unité médico-judiciaire lorsque l'âge ne peut pas être déterminé par un autre moyen, toujours par une équipe pluridisciplinaire parce qu'on a vu l'importance du médecin expert dans ces estimations. L'examen des organes génitaux et des caractères sexuels est à proscrire. Et enfin, que la réponse doit être formulée en termes de compatibilité avec l'âge allégué. Il n'y aura jamais de méthode idéale pour estimer l'âge, c'est-à-dire qu'on a beau multiplier les études scientifiques, on a beau essayer de trouver d'autres méthodologies, il y aura toujours une variabilité individuelle avec une fourchette incompressible. Et c'est tout le problème de ces estimations d'âge, parce qu'on sait que cette variabilité est d'autant plus importante autour de l'âge charnière qui, nous, en France, détermine la majorité, qui est l'âge de 18 ans. Donc il faut bannir le terme de détermination de l'âge, parce qu'aucune méthode ne permet de déterminer un âge. Il s'agit d'une estimation. C'est une estimation qui est statistique, c'est-à-dire qu'on a 95% de chances de bien tomber, mais ça veut dire qu'on a 5% de risque de ne pas bien tomber. Donc quand on donne un résultat, on le donne en probabilité et que c'est au juge de pouvoir apprécier ce résultat-là. Le problème, c'est qu'on sait qu'il y a un défaut de formation en particulier des autorités et que quand on dit plus de 18 ans, ils ne regardent pas ce qu'il y a après. Ils ne regardent pas que c'est une probabilité d'avoir plus de 18 ans. Donc ce qui est vrai, c'est que l'atlas de Grolli-Schepail s'est adapté à une population contemporaine, mais que c'est un examen qui n'est pas très pertinent au-delà de 16 ans, donc il vaudrait mieux si on pouvait réaliser le scanner de la clavicule, et en tout cas que c'est un examen qui est non dépendant de l'ethnie, mais qui est plutôt dépendant du niveau socio-économique. Donc les perspectives, ce serait de pouvoir faire des recherches pour essayer de trouver d'autres méthodes, mais on sait qu'on est limité dans les recherches scientifiques parce qu'évidemment, on ne peut pas, et heureusement en France, faire de recherche en particulier en discriminant sur l'ethnie, mais que c'est avant tout un enjeu humain et humanitaire, et j'irai même plus loin, je pense que c'est un enjeu politique. Je ne vois pas en quoi, à 17 ans et 3 mois, on est moins vulnérable qu'à 18 ans et 3 jours. Donc c'est un problème de coût financier, et tant que les instances juridiques et décisionnaires ne prendront pas la mesure de cette importance-là, je pense qu'on n'arrivera pas à faire évoluer les choses. En tout cas, notre rôle à nous, en tant que médecins, c'est d'essayer de relayer au maximum les informations auprès des institutions judiciaires, en faisant de la pédagogie, en essayant d'expliquer au maximum quels sont les intérêts de ces estimations d'âge, parce que oui, parfois ça a un intérêt, mais aussi d'expliquer les limites de ces estimations d'âge avec toutes les problématiques que je vous ai rapportées. Je vous remercie de votre attention. Merci Charlotte pour cet exposé brillant et très complet sur la problématique de l'âge osseux. Ce que je trouve, ce qui fait dénominateur commun finalement entre nos deux interventions, mais ça je n'en doutais pas avant de commencer cette table ronde, c'est effectivement d'imaginer que derrière ces estimations et derrière ces examens cliniques, effectivement il y a des patients dont il faut s'occuper et qui doivent être pris en charge au titre de la minorité, ou en tous les cas au titre de leur santé et de ce qu'ils sont. La parole est à la salle, donc oui, je pense que ça va susciter bon nombre de questions. Paul, ouais. Juste, je vous demanderai si ça ne vous embête pas de vous présenter rapidement. Bonjour, Éric Florandi, éducateur, qui prend en charge, au niveau de l'accompagnement justement des mineurs isolés étrangers. Alors, merci pour vos interventions. Moi, je voudrais revenir à des questions éthiques. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé des évaluations osseuses, et vous avez très bien décrit la situation. Moi, j'ai l'exemple dans ma région de jeunes qui avaient 16 ans,
Après coup, il avait été prouvé qu'il avait 16 ans et qu'il s'est retrouvé avec un âge de 19 ans suite à une évaluation osseuse. Mais je voudrais poser la question aussi de la déontologie médicale, parce que là, on instrumentalise quand même la médecine à des fins de contrôle social. Donc, est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça? Et puisqu'on est dans l'éthique et la déontologie, moi, je voudrais aussi réinterroger l'éthique du travail social, parce que de nombreux travailleurs sociaux et travailleuses sociales sur le territoire sont sollicités pour participer aux évaluations sociales. Je rappelle quand même que les fondamentaux du travail social, c'est l'accès aux droits des jeunes et des personnes, l'accès aux droits à la citoyenneté, à un projet de vie, etc. Et là, on leur demande, dans certains départements, de juger des propos du jeune pour voir s'ils sont en corrélation, ça c'est le décret de suite à la loi 2016, pour savoir s'ils sont en corrélation avec l'âge allégué. Donc on est vraiment dans le contrôle social, ce qui effectivement pose un problème au niveau de la relation de confiance, de la relation éducative. C'est quand même un problème de fond pour notre métier et qui va entraver lourdement justement l'avenir de ces jeunes. Parce que quelque part, on contourne la philosophie de la protection de l'enfance. Parce que la protection de l'enfance, historiquement, elle s'est créée parce que la société avait pris conscience que derrière les enfants, il y avait l'avenir de la société. Or, comme vous l'avez dit précisément, très justement, que le jeune, il ait 18 ans ou 17 ans ou 18 ans et 4 jours, etc., on sait très bien qu'une grande partie des jeunes reconnus majeurs risquent de rentrer dans la clandestinité et quelque part resteront sur le territoire. Alors la question de fond qui est rarement évoquée lors de ces colloques, c'est justement la question de l'accompagnement des personnes présumées majeures. Ce n'est pas parce qu'elles ont 18 ans, 19 ans, 18 ans et demi qu'ils doivent forcément se retrouver en centre de rétention, etc. Et bien souvent se retrouver ensuite dans la clandestinité. Quel accompagnement pour ces personnes-là? Je rappelle que le candidat Hollande avait préconisé des contrats jeunes majeurs jusqu'à l'âge de 25 ans, parce qu'effectivement, 18 ans, c'est encore, quelque part, on est encore un bébé, quoi. Je laisse la parole à Charlotte Gorgiard pour répondre à la première partie, puis vous compléterez peut-être, Madame Demont. Je vais répondre à la question sur la déontologie. En tant que médecin, est-ce déontologique de réaliser des estimations d'âge? Parce que c'est ça, en fait, votre question. Je pense que chaque médecin aura une réponse différente. Donc je vais vous donner une réponse qui est très personnelle et qui ne reflète pas du tout forcément l'avis de mes collègues. Si j'étais médecin en ville ou médecin hospitalier lambda aux urgences et qu'on me demandait de faire une estimation d'âge pour un jeune, je ne la ferais pas. Je ne la ferais pas parce que mes convictions déontologiques, personnelles, je dirais même politiques et morales me feront penser qu'il ne faut pas la faire. Le problème, c'est qu'on est dans une situation où, si ce ne sont pas les médecins légistes au sein des unités médico-judiciaires qui le font, sur réquisition judiciaire, ça va être des médecins qui ne sont pas formés à le faire. Et là, je pense que le risque peut être pire, c'est-à-dire que, comme on l'a vu dans la publication que j'ai présentée de l'équipe du professeur Chariot, un médecin qui n'est pas expert se trompe encore plus qu'un médecin expert. Donc nous, on intervient sur réquisition judiciaire. C'est assez facile de se dire on n'a pas trop le choix, je suis sur réquisition donc je dois le faire, mais malheureusement c'est ce qu'on fait en pratique courante, c'est qu'on se dit probablement que c'est pas dans l'intérêt du jeune, parce qu'effectivement c'est très compliqué d'avoir un jeune en face de soi et de se dire ce jeune-là il est majeur, quoi. Et je vais signer un papier qui dit qu'il est majeur. Avec une petite phrase à côté qui dit que c'est une probabilité, mais sauf qu'on sait qu'en pratique, ça va être pris comme argent comptant par le magistrat qui va se dire ce jeune-là, il est majeur, et que du jour au lendemain, il ne va plus pouvoir aller à l'hôtel dans lequel il est protégé, il ne va plus avoir accès à l'éducation et à la santé. Donc évidemment que ça pose un problème sur le plan personnel, avec la nuance que, encore une fois, si ce n'est pas nous qui le faisons, ce seront des personnes qui seront moins formées, voire qui auront peut-être moins de scrupules à le faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Peut-être qu'on peut passer la parole à Madame Demont pour la deuxième partie de la question. Oui, moi je connais Eric puisqu'on travaille dans le même département. On est éducateurs tous les deux. Alors c'est vrai que tu as raison, discrimination et travail social, ce n'est pas ce qui m'a amené à faire cette profession. Je n'ai pas fait l'école d'éducateur spécialisé pour à un moment donné un jour me dire tiens, je vais choisir, il est mineur, il n'est pas mineur. Je ne savais pas qu'il y aurait une évolution comme ça. On en a parlé ce matin, les MNA arrivent.
Oui, on était de je ne sais plus, 15 000 à 25 000. 2018, 40 000 sont plus ou moins prévus. Je ne sais pas si vous avez eu ces chiffres-là. Moi, en préparant un petit peu, j'ai lu ça. Donc, effectivement, il va falloir trouver des solutions. Et je sais très bien que s'il y a des jeunes qui arrivent et qui se disent il vaut mieux en France se faire passer pour mineurs, parce que mineurs, on a des éducs, on a encore un peu la chance d'avoir une école, même si c'est moins sûr que ne serait-ce qu'en 2016, les chances de scolarité pour des gamins qui ont plus de 16 ans. Après 16 ans, en tant que mineur, on peut encore sauver notre peau en France. Après, non, même à Metz. Déjà, on n'est pas hébergé, même l'hiver. De moins en moins de jeunes de plus de 18 ans sont plus hébergés en Moselle parce qu'ils sont hommes célibataires. Alors, c'est vrai que ça se dégrade partout sur les territoires. La discrimination, elle est à tous les niveaux, je crois, de la société. Les chômeurs, il y a plein de gens qui sont discriminés en ce moment. Alors effectivement, lutter, mais on travaille aussi pour des politiques, donc il va falloir voter ou je ne sais pas quoi. Et puis en même temps, comme le disait le docteur, rester en place dans ces postes-là, c'est éviter que... parce que c'est le grand sujet de l'Assemblée des départements français, qui a envie justement de se débarrasser de cette évaluation et la passer à des privés. Ils vont faire quoi comme boulot, le privé? Quelle éthique ils auront dans le privé? Donc voilà, être là, c'est difficile, mais on a encore un pied dans le truc, quoi. Mais c'est vrai que c'est très évolutif, donc je ne sais pas, mais... C'est très évolutif et en plus, je pense que pour en avoir discuté avec vous en préparant cette table ronde, la Moselle est aussi un territoire frontalier et vous êtes confrontés à des choses probablement encore plus complexes que ce à quoi on est confronté. Je pense à la Bretagne, qui n'est pas très frontalière, à part de la mer. Mais voilà. Il y avait une autre question dans la salle. Voilà. Je ne sais pas si on peut donner le micro à madame. Ah, pardon. Allez-y. Commencez parce que le micro n'est pas arrivé jusqu'en haut. D'accord. Bonjour. Maître Journeau, avocate au barreau de Paris. Je suis des MNA depuis un certain nombre d'années maintenant et j'ai eu la chance d'intervenir à Lesbos et à Calais. Et bon, comme le disait le docteur, on intervient tous, on fait tous notre travail et vous le disiez aussi, Madame Demont. La question que je me pose, et pour avoir rencontré un certain nombre de fois ce genre de cas, notamment chez les NINI, les NII majeurs, les NII mineurs, quel est l'impact finalement? On a vu aussi cette décision d'une des DAZES qui est passée sur Facebook, beaucoup sur Internet, qui dit oui, vous avez fait preuve de beaucoup de maturité, vous avez fait preuve de beaucoup de... C'était pas suffisant. Voilà. Et donc, dans quelle mesure est-ce que physiquement et psychologiquement, des parcours traumatiques, alors que ce soit au pays ou que ce soit le parcours migratoire traumatique, peuvent avoir cet impact où on va se retrouver avec, comme vous le dites vous-même, un gamin en face de nous, mais qui aura des réactions d'un jeune homme ou d'une jeune femme de 20 ans, de 25 ans, parce qu'ils ont traversé tellement de choses que nous, Français, entre guillemets, de base, à 15 ans, on n'a pas du tout traversé. Quel est l'impact que ça a et à quel point est-ce que c'est pris en compte et physiquement et psychologiquement dans vos évaluations et médicales et psychologiques? Ça pose vraiment, c'est intéressant votre question parce que ça pose vraiment la clinique du traumatisme et notamment de la dissociation. Et c'est vraiment, je trouve, extrêmement... je vous remercie, c'est très pertinent comme question. Charlotte, allez-y. Alors, pour ce qui est de notre pratique, nous, à l'unité médico-judiciaire, à l'Hôtel-Dieu, on ne fait pas d'évaluation de la maturité intellectuelle. C'est-à-dire qu'on interroge un jeune sur son parcours parce que ça nous permet d'évaluer son risque de certaines maladies. On regarde l'intervenant précédent parlait d'éventuelles tortures, je vais employer le mot, qui peuvent avoir été réalisées en Libye en particulier. Donc oui, on a des jeunes qui, quand on les ausculte, on voit des cicatrices, on leur demande ce que c'est. Est-ce que c'était en Libye, en prison? Ah bah oui, voilà. Mais ça n'est pas retranscrit dans notre rapport médical parce que nous, on fait une estimation d'âge sur une méthode radiographique avec la radiographie du poignet et la radiographie du poignet du panoramique dentaire, mais dans notre évaluation, on n'intervient pas le parcours du jeune, sa maturité intellectuelle, ce qu'il a pu vivre auparavant. C'est pour ça que je vous dis, comment ?
Alors, on ne vieillit pas plus vite si on a subi des traumatismes. Au contraire, si on subit des traumatismes, on a plutôt tendance à vieillir moins vite. Sur le plan, j'allais dire, biologique. D'accord ? Par contre, effectivement, sur le plan de la maturité intellectuelle, si on subit des traumatismes, on peut avoir une maturité de quelqu'un de 25 ans alors qu'on en a 16. Donc, effectivement, je le remettais dans la diapo qui évalue ce qui est réalisé en Europe. Je vais vous la remettre. Excusez-moi. Seulement 5 pays procèdent à des tests psychologiques. Donc, nous, on n'intègre pas les tests psychologiques dans notre estimation parce qu'on nous demande de faire une estimation de l'âge sur des critères radiographiques. Voilà. Alors, je ne les ai pas de tête, mais du coup, je vous invite à télécharger le rapport de l'EASO qui est disponible sur Internet avec tout le détail. C'est un rapport qui fait plus d'une centaine de pages dans mon souvenir, avec vraiment toutes les pratiques qui sont réalisées en Europe. Et c'est assez intéressant de voir la disparité de pratiques à l'intérieur de l'Europe et à l'intérieur de la France. Donc là, moi, je vous parle de notre expérience et de notre pratique à Paris. On peut interroger un médecin légiste de Rennes, de Montpellier ou de Marseille. Les estimations d'âge ne sont pas faites de façon homogène sur tout le territoire français. Juste pour ajouter peut-être un point à ce que tu viens de dire, Charlotte, je pense que bien qu'on ne mette pas en mots le parcours des mineurs, effectivement, si on se rend compte qu'un mineur présente des lésions ou notamment un handicap majeur, alors qu'il soit ou non imputable à des sévices subis, je pense que ça fait partie des choses qui apparaissent dans les rapports. Non ? Ça, c'est assez médecin dépendant. Moi, je ne le mets pas dans mon rapport médical. Mais en revanche, j'oriente le jeune qui se présente, qui n'a éventuellement peut-être jamais vu de médecin avant de nous voir, nous, médecins légistes et requis pour faire une estimation d'âge. On l'oriente après vers les permanences d'accès aux soins, vers les associations, pour qu'il y ait une prise en charge médicale, parce que parfois, on découvre pendant l'examen un souci médical grave ou moins grave, mais qui au moins doit être pris en charge. Okay. Il y avait une question, je crois, ouais, en haut. Allez-y, madame. Je suis Huguette Tissier, éducatrice spécialisée au département du Val-de-Marne. Donc, je travaille au service EMENA, une équipe EMENA qui a été bâtie, construite depuis mars 2017, au service exclusivement des EMENA. Donc, la question que je me posais en tant qu'éducatrice, en vous entendant les deux collègues ayant des propos tout à fait divergents sur l'implication de l'éducateur, c'est notre méthode de travail. C'est-à-dire, en fait, dans ce département, dans cette équipe, il nous a été tout à fait possible de compter de pouvoir se reposer sur un cadre législatif qui permet quand même, en tant qu'éducateur, de pouvoir accompagner le jeune, l'enfant, puisqu'ils arrivent dans notre service dit mineur par la justice, même si l'évaluation FTDA a été qu'il y avait effectivement ce soupçon de majorité. Et donc, on a un certain temps pour les accompagner sur l'éducatif. C'est-à-dire qu'en fait, on est 21 éducateurs, on a 30 parfois, au début, c'était 35 jeunes dont il fallait avoir la prise en charge totale, comme pour n'importe quel enfant. Et on s'occupe de la santé. On travaille beaucoup avec l'espace Guy Môquet. On s'occupe effectivement de l'insertion dans la scolarité, c'est-à-dire qu'on fait on fait les tests CIO. Donc on a la perspective qu'à un moment donné, ils seront affectés à l'éducation nationale, ce qui est le cas. Ils sont pour la plupart affectés à l'éducation nationale, même s'il y a ce trouble qu'ils sont peut-être majeurs. Et il y a aussi la question des démarches administratives qui posent énormément de problèmes, puisque si à un moment donné, ils ont été en capacité, et d'ailleurs on les accompagne même financièrement pour qu'ils aient juste qu'un passeport,
Si, à un moment donné, ils ont été effectivement mineurs, à un moment donné, quand ils se retrouvent face à la régularisation, il se trouve que les papiers, effectivement, peuvent, comme vous disiez, donc ne plus être évidents. Donc, cela se pose, nous, en tant qu'éducateurs, cela pose la question, en tant qu'éducateurs, du positionnement, disons, moral, on pourrait dire, hein, et aussi, je pense aussi psychologique, qu'on peut être, nous, dans des conflits de loyauté avec nous, dans des situations paradoxales, à savoir qu'on accompagne des personnes qui sont peut-être majeures. Mais, en même temps, on les prévient. Depuis le début, on les prévient. Tu sais, on n'est pas de la police, on n'est pas de la justice, et il y a un service d'évaluation, puisque c'est la loi, qui dit que tu pourrais être majeur. Donc c'est vrai que ça pose une question de l'engagement de l'éducateur par rapport à sa considération qu'à un moment donné, il va falloir vivre toujours dans cet entre-deux flou par rapport à la loi. Et je pense que si on a un cadre qui permet à la fois de remplir notre mission d'éducateur, c'est-à-dire de protéger, nourrir, héberger, scolariser, enfin toutes ces choses qu'on fait et qui sont liées à l'article 345, on peut peut-être s'en sortir. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, la question humaine apparaîtra. C'est-à-dire que ces personnes qui, effectivement, doivent sortir du dispositif de protection de l'enfance, elles sortiront du dispositif de protection de l'enfance et elles se retrouveront effectivement dans la rue. Donc, la question que je pose, et moi, je n'arrête pas de le poser à mes responsables, c'est qu'à un moment donné, avant même que ces jeunes arrivent dans le dispositif de protection de l'enfance, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir sur la question de qui va payer, justement, l'hébergement premier ? Est-ce que ce sont effectivement les dispositifs de protection d'enfance qui se réfèrent au département, ou est-ce qu'effectivement, il n'y aurait pas une solution d'emblée pour éviter ces misères, entre guillemets, humaines, que ce soit du côté des éducateurs, que ce soit du côté des jeunes accueillis, que d'emblée les choses soient claires. On va laisser Madame Demont répondre. Les 5 premiers jours, c'est l'État qui paye. Voilà, alors je finis. Voilà, parce que le truc aussi de la circulaire dite Taubira, c'est qu'elle est interministérielle. Il y a la protection de l'enfance et en même temps, il y a le ministère de l'Intérieur. Voilà, donc, normalement, les 5 premiers jours sont pris en charge par l'État. C'était 250 €, ça va passer. En même temps, mais excusez-moi, je vais terminer juste parce que c'est vrai qu'on me dit toujours que je suis longue, mais bon, je vais terminer. Mon idée, c'est que effectivement, on sait très bien que c'est l'État qui, ministère des Affaires ministère intérieur, etc., des Affaires intérieures, etc. On le sait. Mais à un moment donné, il faut quand même poser les questions là où elles doivent être posées. C'est-à-dire, en fin de compte, on est toujours en train de se dire, mais même pour les enfants incasables, c'était la même chose, c'est que qui doit effectivement financer ce genre d'accompagnement individuel, vous voyez ? Et donc, surtout quand il y a des problèmes de situation quand même psychologique qui met tout le monde dans l'embarras, c'est qu'à un moment donné, si on ne met pas les bons cadres, on aura toujours cette répétition d'ambiguïté. Merci de votre intervention. Merci. Je vais laisser Madame Demont répondre. Peut-être vous aviez quelque chose à rajouter ? Non. Quoi ? Je sais pas. Alors, il y a une autre question. Bonjour, Dunia, infirmière aux UMJ de l'Hôtel Dieu. Je me permets de vous demander par rapport aux âges osseux qui sont demandés du point de vue juridique. On a de plus en plus de cas en fait, de la part des OPJ sur des âges osseux de demander. Souvent, on leur répond sur certains patients entre 17 et 19 ans. Donc maintenant, ils ont le réflexe de demander la minorité ou la majorité. Donc du point de vue en fait, à proprement juridique, qu'en est-il actuellement les démarches qui peuvent être faites pour répondre à ces questions qui ne sont pas posées vraiment ? Charlotte. Les recommandations, elles préconisent de répondre en termes de compatibilité avec l'âge allégué. Donc, effectivement, il y a des textes qui nous disent qu'on doit répondre en fourchette. C'est ce qu'on fait, nous, actuellement, dans le service. On répond en fourchette. Et je pense qu'il faudrait tendre à répondre en termes de compatibilité avec l'âge allégué. Est-ce que oui ou non, c'est compatible avec l'âge allégué ? Comme ça tranche la question. On ne donne pas d'âge précis. On ne dit pas s'il a 16 ans et 11 mois, on ne dit pas s'il a 17 ans et 11 mois ou 15 ans et 3 mois. On dit compatible avec une minorité ou compatible avec une majorité. Le problème, c'est que
le risque qu'on fasse ces réponses-là, c'est que 3 mois après, les autorités nous redemandent une estimation d'âge, parce qu'en se disant peut-être que depuis il est majeur et du coup ça va un petit peu tout changer. Donc je peux compléter ? Oui, je voudrais juste compléter. Oui, les OPJ nous demandent ça, mais on leur répond de la même manière qu'on répond au parquet. Et puis s'ils ne sont pas contents, on leur dit que on a des instructions du parquet de répondre comme ça. Et puis ça les calme en général. Après, ils arrêtent de nous poser des questions idiotes. Donc il ne faut pas se laisser non plus trop manipuler, influencer. Et je crois qu'il faut garder les pratiques que Charlotte a à juste titre recommandées sur la compatibilité et pas aller sur ce terrain-là. Merci beaucoup Caroline, mais ça rejoint un petit peu, c'est ce qui me venait à l'esprit, ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que peut-être que voir un mineur dans le cadre d'une infraction en tant qu'auteur ou en tant que victime, c'est pas tout à fait peut-être dans l'esprit de celui qui demande et de celui qui fait la même authenticité, je ne sais pas si le terme est bon, mais en tous les cas, ça influe probablement la réponse. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais voilà. En tous les cas, le débat était passionnant. Merci d'y avoir participé. Donc, on va mettre fin à cette table ronde et on reprend les débats à 12h15. Il y avait une dernière question. En fait, j'avais juste une question au niveau de l'évaluation. Quand le jeune a été évalué mineur et qu'il a été orienté sur un autre département, quand il arrive dans le département, y a-t-il une nouvelle évaluation ? Non, parce qu'après la première évaluation, directement, il y a une assistance éducative. Et hop, ça suit son cours, 2 ans d'assistance éducative et demande de tutelle. C'est une cellule nationale. Le magistrat va vous en parler cet après-midi. Merci pour tout. On vous donne rendez-vous donc à 14h15. C'est moi qui n'avais pas mangé l'horloge de la bonne façon.